Nous sommes face à une catastrophe sanitaire annoncée, dont les trous démographiques actuels ne sont que les prémices. Outre les problèmes majeurs d'aménagement du territoire, la réalité de la situation est masquée par des horaires hors normes soutenus par les médecins installés, en moyenne plus de 50 heures par semaine. Mais les temps changent et les habitudes au travail aussi. Que se passera-t-il dans 10 ans, quand la majorité des médecins, les plus âgés, prendront leur retraite? Y aura-t-il une relève? Alors, comment rendre la santé durable, puisque c'est le thème extrêmement heureux et important que vous avez choisi aujourd'hui. Si l'on regarde à peu près toutes les expériences et études internationales, les résultats sont globalement toujours probants sur le fait que nous pouvons obtenir des gains d'efficience par une organisation coordonnée des niveaux de santé primaire, secondaire et tertiaire, et par des organisations transversales des ressources, ce que l'on a coutume d'appeler aujourd'hui de plus en plus fréquemment dans une logique de parcours. Le sujet qui vous est proposé, donc la médecine libérale pour la santé durable, et vous en convenez, vous en conviendrez, mais je crois que Mme Marchand nous l'a déjà dit, est un sujet à la fois très d'actualité, après une année, et encore c'est pas terminé visiblement, enfin on verra la suite, mais en réalité de conflits, de périodes de conflits qui s'éternisent, que vous avez connues et auxquelles période de conflit à laquelle vous avez participé pour la plupart ici réunis ce matin à la Grande Motte. En fait, la médecine libérale, on connaît en quelque sorte deux évolutions. Une évolution externe, donc les évolutions qui viennent de l'extérieur de la profession, dont j'ai parlé précédemment, donc ce sont effectivement toutes ces évolutions-là, et puis une évolution interne, donc qui est liée effectivement à la moindre attractivité de la médecine libérale, ça a été dit, sur le choix des jeunes médecins, et donc je confirme tout à fait les chiffres qu'a donné Dominique Marchand, qui correspondent effectivement à, je crois, 28% des médecins, donc c'est sur la période 2004-2010, effectivement avec aussi donc une tendance à s'installer de plus en plus tardivement. Tu vois, je suis comme toi, je suis un grand optimiste. Je crois qu'aujourd'hui, la médecine libérale a un avenir extraordinaire si les médecins libéraux savent prendre la main. Et je m'explique. Patrick Hasenhoffel a passé très vite sur quelque chose qui a été fondamental pour la médecine libérale dans ce pays, c'est le contrat social entre les médecins et la société qui s'est concrétisé par le biais conventionnel avec l'assurance maladie obligatoire, issue des ordonnances de 45, basée sur un principe de solidarité absolue, et qui a régi les rapports entre le payeur essentiel et unique et la médecine libérale. Bien, écoutez, je suis heureux de vous souhaiter cette année encore la bienvenue pour votre traditionnel congrès. Je crois que c'est la 4e année que vous êtes présent ici à la Grande Motte sur le port. Donc il y a une refondation à mener sur l'ensemble du système de santé pour l'installer dans le XXIe siècle. Et là, vous n'êtes pas directement à la manœuvre, mais en tant que citoyen actif et responsable, vous avez une vraie action à mener, parce que là aussi, faut pas attendre que les politiques un jour se réveillent et sortent un système du XXIe siècle. Ça ne sera qu'une participation de la société civile à ce changement-là, ici comme dans d'autres domaines. Je pense qu'il faut changer complètement les mentalités. Et pour changer les mentalités, tu dis que ça change uniquement en période de crise. Je crois que la crise, on y est là. Changer les mentalités, c'est éduquer les patients au bon usage de l'hôpital, n'accéder à l'hôpital qu'en ambulance ou sur un courrier d'un médecin généraliste ou d'un médecin spécialiste. Et puis, c'est à la mode les chocs de mentalité. Le choc de mentalité, tu supprimes les SAMU dans les grandes agglomérations, tu mets des paramédics comme dans tous les pays industrialisés, tu supprimes l'HAD et tu donnes les moyens aux médecins libéraux, aux médecins libéraux de prendre en charge toutes les pathologies chroniques, et tu modifies les études médicales pour que, dans toutes les spécialités, tous les étudiants connaissent et un exercice libéral, que ce soit en médecine générale, ça se fait, et dans toutes les médecines, dans toutes les spécialités cliniques, y compris en chirurgie, etc., dans les pathotechniques lourds. Là, tu changes des mentalités complètement, radicalement, y compris pour ceux qui retourneront ensuite à l'hôpital. En parlant de l'avenir de la médecine libérale, et quel plus bel avenir que nos jeunes médecins qui arrivent sur un terme trivial, sur le marché du travail, et qui nous propose actuellement des thèses originales. Et vous le savez que pour la 4e année, l'URPS Languedoc-Roussillon, médecins libéraux bien sûr du Languedoc-Roussillon, va primer les meilleures thèses. Il y a eu un concours de thèses, il y a eu 13 thèses proposées,
et 4 ont été retenus. Donc cette thèse intitulée, comme vous l'avez dit, l'unité mobile d'urgence et de permanence des soins, était une évaluation de l'expérimentation de ce projet réalisé en 2013. Donc c'est un travail qui, comme son nom un peu long l'indique, c'était donc l'organisation de 2 journées de formation pour les internes de la région Languedoc-Roussillon, les internes de médecine générale, mais aussi de pédiatrie, de psychiatrie, de gynécologie obstétrique et médicale. En gros, ce qu'on appelle le premier recours en France, même si il n'est pas à proprement parler défini dans la loi. Donc l'idée de ce travail, c'était d'essayer de rapprocher un peu les internes qui évoluent principalement dans le milieu hospitalier du monde libéral, du monde de la médecine de ville, de ce qu'on appelle là où leurs aînés pratiquent essentiellement donc en libéral. Donc ma thèse, c'était en fait une question, le titre « Baclofène et alcoolodépendance, un bouleversement à retardement ». Donc il y avait 2 versants, il y avait le côté bouleversement, est-ce que le baclofène pourrait constituer un bouleversement à l'avenir dans la prise en charge des patients alcoolodépendants et même au niveau du système de soins, et d'autre part, est-ce que son avènement a été retardé par différents facteurs ou pas. Donc pour cela, j'ai mené 2 études, d'abord une enquête type bibliographique, je me suis plongé dans les références et essayé de développer les arguments favorisant la prescription du baclofène, et d'autre part j'ai développé les facteurs antagonistes, les obstacles qu'il avait pu rencontrer. Il faut qu'il soit, et qu'il soit l'expert, et que probablement, à un moment ou à un autre, l'ensemble des spécialités disent non, ce n'est pas à moi de faire ça, moi je dois être le recours, et donc il faut que d'autres professions, et des professions notamment paramédicales, le fassent à ma place. Peut-être faudra-t-il donc réfléchir à une politique de revenus, tout en sachant que ce terme de politique de revenus est peut-être économique, tarifaire. Et quelque part, nous ne pouvons pas, et nous ne sommes pas reconnus dans l'influence que nous pouvons avoir à l'égard du système de soins dont nous sommes un des maillons indispensables et prédominants. Donc ce ressenti, il faut l'entendre. Moi, je m'inscris dans l'évolution du système et pas le changement d'un système. La loi, c'est bien pour changer de système. C'est pas bien pour ajuster le système en place, quoi. Donc il faut absolument qu'on retrouve collectivement, alors la France est un pays compliqué sur le plan du fonctionnement collectif, mais il faut qu'on trouve collectivement les moyens de renouer le dialogue et que la convention redevienne, je veux dire, un vrai contrat, et que ce contrat permette des adaptations. À l'hôpital, on nous a demandé de développer énormément tout ce qui est ambulatoire. Et vous ne pouvez faire une bonne médecine, chirurgie ambulatoire que si vous avez une entente correcte avec le secteur libéral. Parce que si vous n'avez pas la possibilité, soit dans le cadre de la spécialité, soit dans le cadre de la médecine, d'avoir quelqu'un qui participe au système de soins à l'extérieur de l'hôpital, c'est un système qui échouera. On avait parlé aussi regroupement. Alors moi, chaque fois qu'on dit regroupement, je pense qu'il faut accepter le terme de regroupement virtuel, parce que dès lors que vous faites du regroupement, ça a été très bien expliqué par Frédéric Bizard ce matin, vous recentrez, vous éloignez finalement l'accès aux médecins du lieu où il y en a besoin. Donc je crois que ces systèmes-là, on est prêt à les repenser. Et il y a des départements qui ont beaucoup travaillé sur cette capacité de s'organiser autrement.